Merci Pierre-Olivier. Effectivement, je pense que on ne se rend pas compte, peut-être parce qu'on vit ça au quotidien, la prescription de corticoïdes inhalés, on ne se rend pas compte qu'il y a encore pas si longtemps, la corticothérapie inhalée n'existait pas. Le premier corticoïde inhalé, c'était Bécotide 50, qui très vite est devenu du 250, parce qu'il n'était pas assez efficace à 50 microgrammes chez l'adulte. Ça, je me rappelle, c'était mes jeunes années à Cochin. Mais c'est pas si loin que cela. Mais ça fait quand même 30 ans. Et c'est pour ça que je suis devenu une sorte d'éminence grise. J'ai moins de cheveux et ils sont devenus gris. Mais globalement, on peut parler de la corticothérapie avec 30 ans de recul. C'est à la fois beaucoup et finalement assez peu. Donc la question qui m'a été posée, c'est de vous faire un petit peu une revue de ce que l'on peut retenir aujourd'hui de la tolérance des effets indésirables, en globalement des effets indésirables de la corticothérapie inhalée. Sans bien sûr oublier ce que nous a dit Pierre-Olivier, c'est que quand même ça reste la pierre angulaire du traitement de l'asthme notamment. Et on verra qu'il y a beaucoup de choses sur l'asthme, mais finalement encore plus de choses que sur la BPCO. J'ai fait un mixte entre les deux. Alors les liens d'intérêt, qui ne sont pas des conflits d'intérêt, je n'aime pas ce mot de conflit, on peut avoir des subsides et travailler avec l'industrie en bonne intelligence, sans être en conflit avec quoi que ce soit. Donc je préfère parler de liens d'intérêt que de conflits d'intérêt. Alors, pour nous rappeler à des choses encore plus anciennes que la corticothérapie, Paracels, dont le nom était Philippus, Théophrastus, Aérolus, Bombastus de von Oppenheim, je vous laisse retenir ce nom, il y a un quiz à la fin. Globalement, ce Paracels il nous disait une chose déjà, il n'était pas alchimiste, contrairement à ce qu'on pensait, c'est un iatrochimiste. Alors, iatrochimiste, c'est quoi? C'est un alchimiste intéressé aux médicaments, et pas uniquement à la pierre philosophale. Astrologue et médecin, il disait une chose qui reste pour le pharmacologue une vraie vérité, c'est que toutes les choses sont poison, tous les médicaments sont poison. Mais rien n'est sans poison. S'il n'y a pas une activité quelque part, il ne peut rien se passer. Et c'est la dose qui détermine ce qui n'est pas un poison. Alors, mais c'est simplement la dose, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment simplement la dose? Ce n'est pas uniquement la dose. Alors j'ai piqué cette diapositive, du moins je l'ai empruntée et modifiée légèrement à Christophe Delacour, donc je lui fais ici hommage à travers cette diapositive, j'aime beaucoup parce qu'elle est assez jolie, mais on voit la complexité, c'est un peu le Rubik's Cube, la corticothérapie, il faut prendre en compte plein de choses, les molécules, les patients, l'administration, et Pierre-Olivier en a fait une belle démonstration pour ce qui concerne les modalités d'administration et les erreurs possibles. Mais on s'intéresse essentiellement aux effets indésirables, donc ce qu'on appelle le risque. Les effets indésirables, c'est un peu moins de choses. Mais on voit quand même ici, par exemple, le patient, non, ce pas tous comparables, les patients, il y a une susceptibilité individuelle au risque à la corticothérapie, j'en parlerai rapidement, donc un terrain génétique. Il y a bien sûr l'observance, et notre ami Faber en parlera longuement, les traitements associés, les interactions médicamenteuses éventuelles, et puis l'administration, la qualité d'exécution, la méthode d'inhalation, on va jouer bien sûr sur le dépôt pulmonaire et donc les risques éventuels associés à cette corticothérapie. Enfin, la molécule, sa nature, son dépôt, son absorption, son métabolisme hépatique peut jouer là-dessus. On ne va pas détailler la partie très pharmacologique de la molécule, son élimination, en portant ces détails-là, mais garder des éléments importants en tête pour comprendre ce à quoi il faut faire attention éventuellement. Alors je reprends le tableau GINA parce que je suis un petit peu en bisbille avec ce tableau. Pourquoi? Parce qu'on nous présente, et Pierre-Olivier l'a fait très bien, les posologies dites soi-disant équivalentes ou correspondantes entre les différentes molécules. Et on voit ici que par exemple, on parle de DPI, on parle de système poudre, mais on ne compare pas par exemple différents systèmes entre eux. Donc, le système peut jouer énormément sur le dépôt et sur l'équivalence thérapeutique. Et ce tableau ne repose pas sur des études cliniques comparatives entre les systèmes, à part quelques rares études, dont il nous a montré Pierre-Olivier, un bon exemple avec l'étude de Bussy. Mais finalement, il y a assez peu derrière ça de vraie vérité, d'évidence, base médecine. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cela? Ben, ce n'est pas un tableau d'équivalence, et le GINA le dit lui-même. Ce n'est pas une table d'équivalence. C'est une table indicative, à la louche. Et que ces petites doses, qui s'appellent les petites doses, sont finalement celles qui sont assez efficaces. On traite très bien un asthmatique s'il prend son traitement avec de faibles doses de corticoïdes. Par contre, si on augmente les doses et qu'on va sur la partie droite de ce tableau, vers les doses dites fortes, là, on va avoir une augmentation quoi, du risque. Et parfois, le bénéfice, il est au plateau. On a un plateau d'efficacité, mais une augmentation du risque liée à l'exposition systémique, notamment, et aussi locale en corticoïdes. Donc rappelez-nous que les petites doses ne sont pas forcément des doses petitement efficaces, elles sont parfois souvent très efficaces, entre low et médium, et pratiquement à prendre un plateau d'efficacité jusqu'aux hautes doses.
Alors, le premier point qu'il faut avoir en compte, c'est que le corticoïde, on l'administre par voie inhalée, mais sa première zone d'impaction, c'est l'oropharynx. Et cette zone d'impaction de l'oropharynx va induire des effets indésirables ORL, que j'ai ici listés, les extensions d'irritation locale, sont sécheresse, raclement de gorge chronique, les phénomènes d'émage, qu'on voit parfois chez les patients asthmatiques, la dysphonie, la toux, les candidoses, les démartites périorales beaucoup plus rares, aussi les macroglossies qui sont beaucoup plus rares, et la fréquence de ces effets indésirables ORL varie entre 5% et 60%, 30% surtout pour les situations locales de désagréments liés à la corticothérapie. Alors, qu'est-ce qui conditionne en partie cette fréquence des effets indésirables locaux auxquels on fait parfois assez peu attention? Eh bien, c'est l'impaction oropharyngée. Et c'est l'impaction oropharyngée de ces particules de corticoïdes, ben, ça dépend de la taille et de la vitesse des particules. Alors, la taille, plus la taille diminue vers les particules ultra fines, plus le dépôt oropharyngé diminue. Et par conséquent, les deux corticoïdes qui sont des tailles de particules qui limitent le dépôt oropharyngé, c'est la beclométasone sous sa forme ultra fine, particules ultra fines, et le cyclésonide, qui sont tous les deux autour de 1 micron de diamètre aérodynamique médian. Et puis bien sûr, l'activité locale. Le corticoïde se dépose, certes, mais a-t-il localement une activité anti-inflammatoire qui peut favoriser l'apparition de phénomènes locaux? Et bien, il faut savoir qu'il y a parmi ces deux corticoïdes-là, tous les deux d'ailleurs, ce sont des prodrogues. Le beclométasone dipropionate est un très faible corticoïde. Il faut que ce soit transformé en monopropionate pour être actif. Or, au niveau de la gorge, il est très peu transformé en monopropionate. Le cyclésonide, lui aussi, doit être métabolisé localement au niveau de l'oropharynx pour devenir un corticoïde fortement actif. Donc ces deux corticoïdes, non seulement se déposent peu, ils sont sous forme ultra fine pour le BDP, mais ils sont peu activés localement par les estérols. Donc on se dit deux corticoïdes qui se déposent peu, qui sont peu anti-inflammatoires localement, forcément moins d'effets indésirables locaux. On peut faire ce raisonnement, ça paraît intuitif. Eh bien non, parce que finalement, si on regarde les données de la littérature, notamment les données officielles des autorités de santé, il n'y a pas de diminution des effets indésirables ORL qui soient reconnus par les autorités de santé pour le cyclésonide et le beclométasone en particules ultra fines. Là, on peut regarder plus en détail les chiffres. Et si on regarde par exemple l'avis de la commission de transparence pour le cyclésonide en 2012, on voit bien ici que sur des corps de patients tout à fait singulières, 9000 patients, placebo presque 1000, patients traités par comparateur, soit de la beclométasone, du budesonide, de la fluticasone, 4000 patients, on voit bien qu'il y a une incidence de candidose buccale, 0,6%, qui est plus faible, 2,7% par rapport au comparateur. Il y a une dysphonie en fréquence, 1,3%, plus faible que le comparateur. Mais dans le même dossier, l'étude qui a été faite en étude randomisée, double insu, comparant le cyclésonide avec la fluticasone à des doses optimales de ces deux produits, chez 503 patients asthmatiques, on retrouve la candidose à 3,1% pour cyclésonide versus 7,8% pour la fluticasone, mais la dysphonie, il est au moins la même fréquence. Et globalement, par rapport à l'hypothèse formulée dans l'étude, on n'arrive pas à une différence cliniquement significative. Donc l'autorité de santé, malgré des fréquences qui apparemment sont plus faibles, n'a pas considéré que ces démonstrations étaient probantes et que par conséquent, on n'a pas admis un avantage en termes de tolérance locale pour le cyclésonide par rapport aux autres corticoïdes. Alors, une fois qu'on a franchi le carrefour oropharyngé, on se retrouve forcément dans le poumon. Quand je dis on, pas nous, bien sûr, les particules. Et dans ce poumon, les particules ont un effet thérapeutique, anti-inflammatoire, mais aussi favoriser, on va le voir, éventuellement un risque infectieux. Le risque de pneumonie, on va l'évoquer ensemble longuement, et puis des risques relativement moins fréquents, qui sont un risque d'infection à mycobactéries non tuberculeuses. Une première chose à savoir, c'est que heureusement, on traite par voie locale, et si on traite par voie locale, il est normal de trouver dans le poumon, très peu de démonstrations ont été faites, il faut les montrer ici, des concentrations de corticoïdes dans le poumon qui sont largement supérieures aux concentrations plasmatiques. On a beaucoup plus de corticoïdes dans le poumon qu'on en a dans le sang, et tant mieux, c'est le but de l'administration locale. Mais encore faut-il le démontrer. Et ceci est observé plusieurs heures après l'inhalation. Donc, on a des concentrations locales de corticoïdes 30 à 100 fois plus élevées dans le poumon que dans le plasma. Qu'en est-il du risque infectieux? Eh bien, il faut bien savoir que finalement, c'est les études dans la BPCO qui ont révélé le risque de pneumonie associé à la corticothérapie. Et les études dans la BPCO, la première de grande ampleur et de longue durée, était l'étude
TORCH qui a été menée avec la fluticasone associée au salmétérol, ou seul par rapport au placebo ou par rapport au salmétérol seul. Vous avez ici la fréquence des pneumonies observées dans les deux groupes qui contenaient fluticasone, le groupe sérétide, le groupe ici fixotide, par rapport au groupe placebo et au groupe salmétérol seul. On voit bien qu'il y a une différence, augmentation de la fréquence des pneumonies lorsqu'il y a de la corticothérapie. Et le risque relatif observé dans les groupes contenant la fluticasone par rapport au groupe placebo ou au groupe bêta-2, c'est 1,52, donc 52% de risque en plus de faire une pneumonie, du moins une pneumonie telle qu'elle peut être documentée dans un essai clinique, c'est-à-dire en termes d'effets indésirables. Il n'y a pas eu forcément de radio, pas forcément eu une information très précise sur la terme de pneumonie, mais c'était rattaché au label pneumonie en tant qu'effet indésirable de la corticothérapie. Par contre, il faut préciser que chez ces patients qui sont des patients BPCO sévères, l'occurrence de pneumonie n'a pas été associée à une plus grande mortalité. Les pneumonies n'ont pas provoqué une mortalité supplémentaire dans les groupes traités par corticoïdes. Et dans cette étude TORCH, lorsqu'on regarde plus précisément les facteurs de risque de survenue d'une pneumonie, on retrouve une fonction ventilatoire plus altérée, entre 30 et 50%, l'âge, plus de 65 ans, et un index de masse corporelle qui est inférieur à 20. Donc finalement, on a ici un peu le profil, le phénotype du patient, je pas ce mot, enfin le profil du patient BPCO, plus à risque de pneumonie que les autres. Est-ce que ceci se retrouve pour d'autres corticoïdes? La réponse est oui. Ce n'est pas un problème lié à la molécule. Il faut sortir de ce concept de dire une étude montre quelque chose et ça s'applique uniquement à cette molécule-là. Il faut vérifier qu'il ne retrouve pas des signaux avec d'autres corticoïdes. Et on le retrouve. Et si on regarde l'ensemble des méta-analyses récemment faites, ici sur une première analyse comparant corticoïdes plus bêta-2 par rapport au bêta-2 dans la BPCO, 12 études, 11 000 patients, on retrouve le facteur de risque qu'on trouvait dans l'étude TORCH, 1,55. Vous voyez, c'est vraiment très très proche, 1,56, 1,55. Et si on regarde corticothérapie par rapport au placebo, 55 études, 16 000 patients, 1,56. Donc c'est vraiment 50% de risque en plus de pneumonie par rapport à des patients traités par placebo ou traités par bronchodilatateur. Ce n'est pas fantastique, mais c'est un risque qui sort, qui est significatif et qu'il ne faut pas pour autant ignorer. Et dans ces différentes études, il y avait bien sûr différents corticoïdes. Les auteurs précisent que quelle que soit la dose ou le type de corticoïde, on retrouve cette notion d'augmentation du risque de pneumonie. Alors, c'est très à la mode, l'analyse en cluster, ça relève des techniques de taxonomie, c'est une façon de classer des choses qui sont un peu complexes. Donc, un cluster ont été effectués pour savoir est-ce qu'il y a un profil de patients qui sont plus à risque de pneumonie, un peu le même travail que je vous montrais précédemment à partir d'études TORCH. Ceci a été fait récemment et on voit ici ce qu'on appelle un dendrogramme, c'est une façon de hiérarchiser les éléments qui sont associés à un événement particulier, ici la pneumonie dans le cas de l'EPCO, et on voit que lorsqu'on laisse l'ordinateur travailler, et pas uniquement les a priori cliniques, on voit que lorsque le VMS sur CV est supérieur à 46,05%, ce qui montre bien que c'est la machine qui calcule ça, c'est idiot de dire 46,05%, on va dire 50% ou moins de 50%. Et quand on est à moins de 50% et qu'on a un index de masse corporelle inférieur à 19, je disais 20 tout à l'heure, on y est très près, eh bien on est dans un cluster 5. Plus de 19 et d'antécédents pneumonie, on a deux autres clusters. Et enfin, ici, il est identifié par la machine que le fait d'avoir des antidépresseurs est peut-être un facteur de risque supplémentaire de faire des pneumonies. Pour montrer cela, on va regarder ce que donne le risque de pneumonie dans ces différentes classes de malades. Et on voit que les malades les plus à risque, c'est le cluster 2, le cluster 4 et le cluster 5, c'est-à-dire ceux qui ont une fonction pulmonaire qui est assez altérée et un index de masse corporelle inférieur à 19, on retrouve les paramètres précédents, ou éventuellement une VMS sur CV qui est un peu moins altérée, mais la prise d'antidépresseurs. Et on voit que c'est le cluster 2 ici, avec une augmentation assez importante du risque de pneumonie. Donc la notion de comorbidité, si on appelle ça, de dépression. Alors pourquoi la dépression est associée à plus de pneumonie? Probablement que ça masque à d'autres facteurs qui sont derrière cela, mais c'est un signe retenu par la machine comme un élément pouvant être un élément important à prendre en compte quant au risque de pneumonie dans la BPCO. Alors pour aller plus loin, parce que finalement on a beaucoup plus d'informations, je reviendrai sur l'asthme, mais il y a beaucoup moins d'informations quand même, il y a beaucoup moins de risques aussi. Qu'en est-il sur les autres méta-analyses? On retrouve une méta-analyse ici de 2008, un petit peu plus ancienne que les autres, avec un risque relatif à 1,34, donc 34% de risque en plus de pneumonie. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que dans cette étude, ils sont intéressés aux différents facteurs associés à la prescription, notamment à la dose de corticoïdes et à la durée de traitement.
Ça, c'est un élément important qu'il faut essayer de matérialiser par rapport au risque éventuel de pneumonie. On va regarder ensemble les notions de dose. Est-ce que la dose de corticoïdes dans le BPCO intervient sur le risque de pneumonie? La réponse est oui, si on regarde cette étude canadienne qui était menée sur des cas contrôles, donc c'est une étude sur dossier, sur dossier assurance maladie, 175 000 patients, eh bien, on retrouve une augmentation du risque sous corticothérapie inhalée de fin de pneumonie. Et on voit ici que le risque augmente lorsque la posologie augmente. Ici, on est à moins de 500 microgrammes d'équivalent fluticasone, ce n'est pas que de la fluticasone, entre 500 et 1000, et ici à plus de 1000, donc il y a une gradation avec une augmentation du risque de pneumonie en fonction de la posologie. Et se retrouve cette étude plus récente, faite pratiquement par le même groupe, toujours les Canadiens, une autre base de données un peu plus constituée, et on a ici une cohorte avec des cas contrôles, 20 000 pneumonies sévères, et on retrouve une augmentation du risque de 69%. Vous voyez, 34%, 50%, 69%, on va dire 50% pour y voir à peu près clair. Et là, ils ont retrouvé la notion de dose. Lorsqu'on est à 500 microgrammes d'équivalent fluticasone, il y a moins de risque de pneumonie que si on est à 1000 microgrammes d'équivalent fluticasone par jour. La notion de dose intervient sur le risque de pneumonie. Et puis, il y a la notion de durée de traitement. Est-ce que ça survient au tout début du traitement? Est-ce que c'est le risque est linéaire? Plus on traite longtemps, plus le risque augmente? Ou est-ce qu'il y a un phénomène temps dépendant? Eh bien, le phénomène temps dépendant a été isolé dans l'étude de Suissa, de thorax. On voit effectivement que le pic du risque, d'augmentation du risque, il est globalement lors de la première année de traitement, à la fin de la première année de traitement, puis progressivement ce risque rediminue pour se stabiliser. Donc, ce qui veut dire aussi que lorsque les méta-analyses prennent des études qui font moins de 6 mois, elles isolent un risque qui est inférieur au pic du risque de pneumonie. Et c'est pour ça que certaines méta-analyses qui ont pris l'ensemble des études, notamment les études court terme de 3 mois et de 6 mois, ont évalué un risque de pneumonie qui est parfois inférieur au risque constaté plus récemment. Évidemment, plus c'est court, moins il y a de risque de voir la pneumonie. Donc, les méta-analyses concluent un moindre risque, voire pas de risque. En fait, ce risque apparaît sur des durées de traitement qui sont de l'ordre de l'année, pour ne pas rater le pic, si pic il y a, du risque de pneumonie. Alors, quelles sont les hypothèses associées au risque de pneumonie sous corticothérapie inhalée? C'est un très beau schéma que j'ai piqué dans le Lancet Respiratory Medicine, auquel je crois assez peu, donc on va passer assez rapidement dessus. D'abord, la BPCO en elle-même, c'est un terrain avec des infections réitérées pour plein de mécanismes liés aux défenses innées qui sont altérées. Puis la corticothérapie, probablement, mais je n'ai pas trouvé de preuve évidente de cela, favoriser la dissémination bactérienne en diminuant l'adhérence sur les bronches proximales et favorisant ainsi la dissémination distale des bactéries. Diminuer la réponse anti-inflammatoire et antibactérienne des macrophages, notamment la phagocytose, et plus des infections virales qui viendraient se surajouter à tout cela, favoriser l'apparition de pneumonie. C'est un très joli schéma. Globalement, je dirais qu'à part la qualité du schéma ici présenté, la rationnelle scientifique derrière est pour le moins mesurée. Alors, dans l'asthme, on parle de l'asthme, c'est le fil rouge. Qu'y a-t-il dans l'asthme? Fort peu de choses dans l'asthme, sur la pneumonie, fort peu de choses. Et j'ai trouvé pratiquement que cette étude d'Auburn en 2011 qui montre, contrairement à la BPCO, que globalement sous corticothérapie, ces études essentiellement faites avec le budesonide, il y a moins de pneumonie sous corticothérapie qu'il y en a sous placebo. Donc on a finalement le phénomène qui semble inverse dans l'asthme, moins de risque de pneumonie dans l'asthme, alors qu'il y a une augmentation du risque de pneumonie dans les PCO. C'est assez étonnant, mais quelques explications ont été formulées sur cette possibilité d'avoir un effet protecteur de la corticothérapie sur le risque de pneumonie dans l'asthme. Alors cette étude était assez riche parce que 26 études ont été, je dirais, décortiquées, 15 000 patients et environ 9 000 sous budesonide. Mais cette étude, ce papier avait plus d'intérêt que cela, que de démontrer uniquement cette notion. Il y avait aussi une notion d'âge. Et on voit effectivement, mais ça les pédiatres me l'ont rappelé récemment, j'avais un petit peu oublié cette notion, que la fréquence des pneumonies est plus importante à moins de 12 ans, à de moins de 12 ans. Il y a une diminution du risque vers 30-40 ans, puis une augmentation progressive de nouveau de ce risque, mais on voit qu'après 60 ans, indépendamment de pathologie respiratoire, le risque de pneumonie augmente. Et on voit aussi que ce risque de pneumonie augmente chez les patients qui ont un VMS qui diminue. Et si on a un VMS de 40-50%, on voit que le risque de pneumonie augmente. Donc on retrouve à peu près les mêmes facteurs de risque de pneumonie dans l'asthme que dans la BPCO, soit un âge inférieur à moins de 10 ans, soit un âge de plus de 60 ans et un VMS altéré. Mais ce risque de pneumonie n'est pas associé à la corticothérapie puisqu'il n'y a pas de différence par rapport à placebo,
il n'y a pas de différence entre les molécules. Donc, ce n'est pas un problème de corticothérapie dans l'asthme, mais tout simplement de l'environnement, de l'âge ou de la fonction ventilatoire qui peut jouer sur le risque de pneumonie. Mais on ne peut pas retenir aujourd'hui d'un risque de pneumonie augmenté par la corticothérapie dans l'asthme, contrairement à la BPCO, je réinsiste sur ce point. Alors, autres éléments qui sont impliqués dans les risques infectieux, ce sont les risques à mycobactéries non tuberculeuses. Ce sont des adultes, c'est une population danoise, un travail qui est fait par notre collègue Claire-André Jacques, et l'on voit sur cette population danoise des infections pulmonaires confirmées par mycobactéries non tuberculeuses, isolées sur 3 prélèvements successifs. Quels sont les facteurs de risque de ces infections non tuberculeuses? Mycobactéries non tuberculeuses, vous le connaissez, hein, c'est déjà un terrain particulier, et l'on voit que les dilatations des bronches, les antécédents tuberculeuses sont des facteurs absolument majeurs de surinfection par mycobactéries antituberculeuses. Mais la BPCO et l'asthme sont, de façon bien moindre, mais de façon non négligeable, des facteurs de risque par eux-mêmes de surinfection à mycobactéries non tuberculeuses. Qu'en est-il lorsqu'on rajoute la corticothérapie là-dessus? Lorsqu'on rajoute la corticothérapie inhalée, on voit que par rapport à des patients de BPCO qui ne prennent pas de corticoïdes, on va augmenter l'odd ratio d'un facteur 3. Donc on augmente d'un facteur 3 le risque d'infection à mycobactéries non tuberculeuses lorsque l'on prend la corticothérapie qu'on a une BPCO. Si on regarde la posologie, la posologie va jouer. Moins de 800 microgrammes, il y a moins de risque lorsqu'on prend plus de 800 microgrammes par jour de corticoïdes en BPCO. Alors, qu'en est-il dans l'asthme? Dans l'asthme, j'ai mis en italique ces valeurs parce qu'il y a eu assez peu de cas d'asthme. Donc l'évaluation est assez peu précise. Et on voit que le risque est bien moins, encore une fois, que dans les BPCO. Et que globalement ici, la corticothérapie dans l'asthme serait aussi plutôt protectrice d'une infection à mycobactéries non tuberculeuses par rapport aux asthmatiques qui ne prennent pas de corticoïdes. Vous voyez quelque chose qui est tout à fait différent de l'asthme et BPCO. Le PCO, c'est risque augmenté et asthme, soit pas de risque différent, soit peut-être une diminution du risque de surinfection par ces mycobactéries non tuberculeuses, comme on a pu le voir pour la pneumonie. Alors, une fois qu'on a traité du poumon, on a traité de la sphère locale, et ben forcément, ces corticoïdes, ils finissent par passer en systémique. Et donc, le risque maintenant qu'on va évaluer ensemble, c'est le risque lié au passage systémique de ces molécules, soit par voie pulmonaire, ce qui se dépose passe automatiquement dans le sang plus ou moins rapidement. Ce qui se dépose au niveau de l'oropharynx peut être dégluti, passer dans l'estomac, est absorbé, et là le foie va jouer un rôle plus ou moins important d'inactivation des molécules, et ce qui n'est pas inactivé va se retrouver dans le sang. Donc quels sont les effets indésirables généraux liés à la corticothérapie inhalée? C'est le risque d'insuffisance cortico-surrénalienne, tout le monde s'en doute, l'ostéoporose fracture, j'en parlerai bien sûr, cataracte et glaucome, diabète, et le risque infectieux, et notamment celui de zona qui a été évoqué. On va voir ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Tout d'abord, l'insuffisance cortico-surrénalienne, tout le monde y pense, freinage cortico-surrénalien lié à la prise de corticoïdes, c'est un grand leitmotiv. Il faut savoir que dès 5 mg par jour d'équivalent prednisone par voie orale, il y a une inhibition de l'axe corticotrope. Et cette diminution est durable si le traitement dure de plus de 2 à 3 semaines. Ça veut dire 5 mg par jour d'équivalent prednisone, mais ce n'est pas de la corticothérapie inhalée, ça veut dire quoi? Globalement, on va dire qu'autour de 2 mg par jour de beclométasone, de 1 mg par jour de fluticasone, et les équivalences ont été montrées par Pierre-Olivier, on est globalement entre 2,5 et 5 mg d'équivalent prednisone jour. Donc la corticothérapie inhalée à forte dose se rapproche en termes d'exposition systémique à une exposition systémique correspondant à 2,5 mg à 5 mg de prednisone. On n'est pas totalement dénué d'effets indésirables généraux avec la corticothérapie inhalée à forte dose. Alors, comment détecter cette insuffisance cortico-surrénalienne au moins biologique? Ce n'est pas la cortisolurie. Cortisolurie, ça ne sert strictement à rien. C'est du B biologique foutu en l'air. La cortisolurie ne vous permettra jamais de détecter une diminution de l'axe corticotrope sous corticoïde. Et d'ailleurs, la cortisolurie n'est intéressante que pour le Cushing, dans le phénomène totalement inverse. Donc, ce qui nous est à peu près intéressant, c'est le cortisol de 8 heures le matin, avant la prise de corticoïdes ou d'hydrocortisone, on s'en doute. Et si on a moins de 50 nanogrammes, ce patient peut être à risque, et c'est assez prédictif, d'insuffisance cortico-surrénalienne biologique. À plus de 130, on considère que l'axe corticotrope est normal, et entre les deux, il faut faire un test au synactène. Mais pas le test à synactène avec 250 microgrammes, parce que ça on tape avec un marteau sur la cortico-surrénale, elle va donner tout ce qu'elle peut. Ce n'est pas quelque chose de très sensible. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt les tests au synactène à faible dose, notamment le synactène 1 microgramme par exemple chez les enfants. Et dans cette étude qui était faite à Trousseau, chez 100 enfants asthmatiques,
28%, donc un tiers, avaient une insuffisance cortico-surrénalienne biologique identifiée par la diminution de la réponse au test au synactène. 30%. Et ces enfants, lorsqu'on a diminué progressivement la dose en corticoïdes, dans la recherche de la dose minimale efficace, qui a pu baisser de 10 voire même 100% sur plusieurs mois, dans ce contexte-là, au bout de 13 mois, 27 des 28 enfants avaient pu récupérer un axe corticotrope totalement fonctionnel. Donc la recherche de la dose minimale efficace peut permettre de restaurer à l'intégrité de l'axe corticotrope. C'est un élément important à noter. Alors, chez l'adulte, peu d'études comparatives ont été effectuées. Celle-ci, c'est la seule que j'ai trouvée vraiment intéressante, puisqu'il y a, je dirais ici, plusieurs corticoïdes différents qui sont testés. Et on retrouve ici avec le méthazone, le budesonide, le flunézolide, la fluticasone, la triamcinolone. On est aux États-Unis avec des molécules, comme l'évoquait Pierre-Olivier, qui ne sont pas en vente en France. Mais ils ont doublé les doses de corticoïdes toutes les semaines et regardé l'aire sous la courbe du cortisol plasmatique. Ça, c'est très sensible pour voir la diminution de l'axe cortico-surrénalien, du moins la frénation de cortisol endogène. Et on voit que tous les corticoïdes par rapport au placebo diminuent ici, à part ici la fluticasone sous forme discalaire, et ce n'est pas le discus, c'est discalaire, en droite à l'air. Et par contre, il y a des baisses parfois majeures de l'axe corticotrope. Ça, c'est les moyennes. Et ce qui est important, et je vais juste illustrer ce point, c'est que nous ne sommes pas tous égaux par rapport à notre sensibilité de l'axe corticotrope à une imprégnation cortisonique. Et si on regarde ce qui se passe, par exemple, si on prend l'exemple du budesonide, j'aurais pu en prendre d'autres, c'est dans les suppléments de cet article de l'American Journal, au-delà de cette notion, regardez. Vous voyez que c'est très, la moyenne montre que ça baisse, et voilà des valeurs individuelles. Et les patients, pratiquement, leur R sur la courbe augmente sous corticothérapie inhalée. Alors ça peut être soit des problèmes de dosage, mais même pour ceux qui baissent, il y a parfois, et ils baissent de très peu. Nous ne sommes pas tous avec la même sensibilité quant à la réponse, notre adaptation à la corticothérapie inhalée. Par contre, lorsqu'on a des doses élevées, on est tous exposés à une frénation de l'axe corticotrope, surtout si on prend en plus des médicaments qui peuvent interférer avec l'élimination des corticoïdes. Et je citerai ici l'exemple le plus classique, qui sont les inhibiteurs des retranscriptases pour l'HIV, qui sont de magnifiques inhibiteurs du métabolisme des corticoïdes et qui par conséquent sont des cas où l'interaction médicamenteuse a buté des co-chimiques. Les principaux Cushing décrits avec des corticoïdes inhalés sont chez les patients qui étaient affectés par le HIV, qui prenaient l'inhibiteur transcriptase et qui avaient des posologies de corticoïdes. Alors une seule règle pour comparer tout ça, c'est de prendre des essais avec des études comparatives, mais il y en a très très peu. Nous sommes dans une situation où il y a assez peu de comparaisons de corticoïdes les uns par rapport aux autres en effet dose, très peu d'études. Pierre-Olivier, il a choisi peut-être même la plus belle étude que je connaisse, c'est l'étude de Bussy, ancienne, mais d'autres études, pas grand-chose. Alors, sur l'os, qu'est-ce qui se passe? Une étude, un JACI 2013, qui vous montre les différents points d'impact des corticoïdes, ici au niveau de l'os directement, mais aussi, vous le savez, sur l'absorption du calcium et sa fixation sur l'os. Alors, pour aller vite, parce que je le repasse, chez les hommes et chez les femmes, qu'est-ce qu'on peut dire de la corticothérapie inhalée? Dans une étude ici sur presque 10 000 patients, et 3 000 ont fini l'étude avec une surveillance longitudinale de la densité minérale osseuse de l'avant-bras. Que la baisse de la densité osseuse est observable. On observe une baisse de densité osseuse sous corticoïdes, mais des baisses tout à fait mineures. On est à 0,013 déviation standard, alors qu'il faut 1 déviation standard pour doubler le risque de fracture. Donc il y a un impact de la corticothérapie sur la densité osseuse, mais cet impact ne semble pas cliniquement pertinent pour être associé à un risque fracturaire. Autre étude du UK, dans Lancet 2000, on voit aussi que certes ça baisse, mais les baisses sont extrêmement minimes. Là encore, on peut mesurer la baisse densité osseuse, l'impact sur l'os de la corticothérapie, mais de transformer cela en disant qu'il y a une baisse densité osseuse, donc il y a un risque fracturaire augmenté, c'est faux. Encore une autre étude ici, c'est une étude torche dans un BPCO et puis dans l'asthme. On voit ici que le placebo est en gris et on voit les autres traitements autour. Il y a une baisse qui est liée à la maladie, liée à l'âge, liée à l'absence d'activité physique dans les BPCO. On voit que finalement la densité osseuse baisse de façon assez peu différente dans les bras traités par rapport au placebo. Enfin, dernière étude carrément qui s'intéressait non pas à la densité osseuse mais au risque de fracture. Vous voyez, 14 essais, 17 000 patients, 69 000 patients dans 7 études observationnelles. Donc on fait vraiment une collection de données comme ça, tout azimut, sans qu'il y ait forcément de considération par ailleurs des facteurs de risque associés. On trouve un petit risque augmenté de fracture sous corticothérapie inhalée,
Vous voyez que globalement, ça augmente de 9% pour chaque tranche de 500 microgrammes d'équivalent béclométrazole. Mais l'auteur lui-même dans Thorax dit que franchement, l'augmentation est observable, mais reste très modeste. Diabète, là encore, une très grande série, près de 400 000 patients, pathologie respiratoire, suivi près de plus de 5 ans, diabète chez 30 000 patients identifiés, et on voit que la corticothérapie inhalée, en fonction de la dose, expose à un risque augmenté de diabète, mais qui reste encore une fois très faible, autour de 20% pour les faibles doses, 30% pour les doses intermédiaires, mais quand même près de 64% pour les doses les plus élevées. Toujours au Canada, parce qu'ils ont ces cohortes, c'est un énorme bénéfice qu'ils ont dans le système de santé qui trace beaucoup tous ces éléments-là. Ils ont retrouvé effectivement ce facteur de risque que je vous ai montré à l'instant, qui augmente en fonction de la dose de corticoïdes, mais ils mettent eux-mêmes en garde, attention, nous sommes des Canadiens. Vous allez dire, oui, mais quel rapport? Ben, c'est qu'ils sont un peu plus obèses que nous sommes, et ce n'est pas pris en compte dans l'étude. L'obésité est un facteur de risque du diabète. Et puis l'obésité est un facteur aussi de gravité de l'asthme. Donc les obèses sont non seulement plus à risque du diabète, mais en plus on leur donne plus de corticoïdes. Donc il y a un facteur confondant qui peut intervenir. Enfin, cataracte, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, c'est ici, pas de risque augmenté de cataracte et glaucome. Zona, pareil, pas d'augmentation du risque. Donc, quand même, des choses rassurantes, il n'y a pas qu'à s'inquiéter. Et en conclusion, nos corticoïdes inhalés sont d'excellents produits, ils ne sont pas donnés d'effets indésirables, c'est lié à la dose et à la durée d'exposition. Susceptibilité individuelle, il ne faut pas la négliger, mais on ne peut pas la prédire. Recherche de la dose médicale efficace est une nécessité chez l'enfant comme chez l'adulte, mais même dans la BPCO. Et le rapport bénéfice-risque reste excellent dans l'asthme, plus discutable dans la BPCO, mais si on respecte les strictes indications AMM, on est dans un rapport bénéfice-risque positif. Merci pour votre attention.